Et notre invité ce matin, c'est Benjamin Morel. Bonjour Benjamin. Vous allez bien? Ça va et vous? Ça va très bien. On était à Clermont-Ferrand chez vous il y a quelques minutes. Ah mais c'est merveilleux. Benjamin, constitutionnaliste, auteur de ce livre qui est sorti il y a quelques jours, Le Parlement, temple de la République de 1789 à nos jours. Et évidemment, Benjamin, on va avoir besoin de vos éclairages dans cette période politique quelque peu confuse. Alors, je vais essayer, mais objectivement, elle est très confuse. Mais vous allez y arriver. Et très obscure. D'abord, Emmanuel Macron, qui dans sa lettre publiée hier matin dans la presse régionale, dit « Personne ne l'a emporté dimanche ». Est-ce qu'il a raison de dire ça? Est-ce que c'est la bonne lecture à faire de ces législatives? Dans le cadre d'un régime parlementaire, oui. Dans le cadre d'un régime parlementaire, vous avez gagné quand vous avez une majorité absolue ou au moins une majorité relative qui vous permet de gouverner. Donc l'idée n'est pas de savoir si vous avez 290 députés ou si avec des alliances vous en aurez 210 et donc vous serez un tout petit peu plus nombreux. Tout ça, c'est relativement vain. Évidemment, ça fait plaisir à l'ego des formations politiques, peut-être, mais ça n'aide pas plus à gouverner. Vous avez besoin d'un gouvernement qui tient devant une motion de censure présentée au Parlement. Et en l'état, eh bien, il n'y a aucune configuration politique qui permet tout à fait d'éviter une motion de censure, d'où le problème et d'où la nécessité, non pas de choisir un Premier ministre d'où qu'il vienne, mais d'abord d'essayer de composer une majorité. Alors, dans cette lettre, on comprend qu'Emmanuel Macron veut prendre le temps. Est-ce qu'il a le temps? Est-ce qu'il peut attendre le temps qu'il veut pour nommer un Premier ministre? Ou est-ce qu'il y a des règles? Alors, d'un point de vue juridique, il peut prendre le temps qu'il veut. C'est-à-dire que votre gouvernement est en place tant qu'une motion de censure n'est pas passée. Et même si une motion de censure passe ou si le gouvernement est démissionnaire, il faut voir qu'on peut avoir des gouvernements zombies. En d'autres termes, un gouvernement un peu mort-vivant qui est démissionnaire et qui donc peut expédier les affaires courantes et gérer les urgences, ce qui laisse quand même de grandes marges de manœuvre juridiques, tout en étant immunisé contre les motions de censure parce que vous ne tuez pas un mort-vivant. Et donc, on pourrait avoir pendant plusieurs semaines un gouvernement démissionnaire, insusceptible d'être censuré, disposant quand même de relativement larges prérogatives. C'est très discutable d'un point de vue démocratique, c'est possible d'un point de vue juridique. Juste pour qu'on comprenne bien, Benjamin, parce qu'on a entendu Gabriel Attal dimanche soir dire « Moi, je vais demain matin présenter ma démission à Emmanuel Macron ». Gabriel Attal, il a été maintenu. C'est quoi la différence entre le gouvernement à l'heure actuelle et ce que vous appelez un gouvernement démissionnaire? Alors, le gouvernement à l'heure actuelle, quelle que soit la communication politique qu'il y a derrière, avec « j'ai présenté ma démission, mais le président ne l'a pas accepté », etc. Ça, c'est la comédie du pouvoir. En réalité, le gouvernement actuel est un gouvernement de plein exercice. Il a tout autant de pouvoir qu'il y a une semaine ou qu'il y a un mois. Donc avant la dissolution. Exactement. Il n'est pas démissionnaire. Un gouvernement qui, effectivement, est démissionnaire, c'est-à-dire qui a vraiment démissionné, qui n'a pas vraiment laissé le choix au président de la République, parce que théoriquement, le président de la République n'a pas vraiment le choix, et donc celui-ci a acté par décret le fait qu'il avait démissionné, eh bien à ce moment-là, ce gouvernement-là n'est là que pour expédier les affaires courantes tant que vous nommez un nouveau gouvernement. Les ministres ne sont plus vraiment ministres, mais ils font office de ministres tant qu'on ne leur a pas donné de successeur. Donc ils peuvent être députés. Mais qu'est-ce qu'ils gèrent alors? Qu'est-ce qu'ils peuvent gérer? Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas gérer par rapport à un vrai gouvernement? Alors, l'expédition des affaires courantes, en droit, ça permet de prendre des actes qui sont dans la continuité de politiques déjà menées, mais qui n'engageraient pas sur de nouvelles politiques vos successeurs. L'autre élément, c'est que vous pouvez quand même prendre des mesures d'urgence. Si jamais il y a par exemple une question d'ordre public, par exemple durant les Jeux Olympiques, vous pouvez prendre les mesures qui s'imposent. Par convention, on ne réunit pas le Conseil des ministres. Mais il n'y a pas de contrainte légale. Donc on ne le fait pas d'habitude parce que ça dure quelques jours, et on dit qu'on ne doit pas le faire, mais malgré tout, rien juridiquement ne l'empêche. Et si vous réunissez un Conseil des ministres, potentiellement, vous pouvez tenter de procéder à des nominations. Il faut voir qu'on est quand même dans le flou. D'habitude, ça ne dure pas longtemps, et donc on a un Conseil d'État qui peut être assez allant, assez gentil avec ce gouvernement démissionnaire pour assurer cette continuité de l'État. Mais on n'a jamais d'exemple où ça dure extrêmement longtemps. Mais on peut potentiellement procéder à des nominations, éventuellement déclarer l'état d'urgence, si jamais il y a lieu, et si jamais le Conseil d'État, qui veille au grain, décide que le gouvernement peut le faire. Alors on n'a pas d'exemple, mais est-ce que le gouvernement démissionnaire, il peut être là jusqu'en septembre? Théoriquement, vous pouvez maintenir demi-vivant votre zombie autant de temps que vous voulez. Mais évidemment, au bout d'un moment, ça pose un problème, parce qu'il va quand même falloir présenter un budget. Il va quand même falloir potentiellement prendre acte du résultat de ces élections d'une façon ou d'une autre. Vous ne pouvez pas maintenir un gouvernement que vous ne pouvez pas renverser avec malgré tout de larges prérogatives. Parce qu'il ne peut pas être censuré, le gouvernement démissionnaire. Non, il est déjà mort. Comme il est déjà mort, donc c'est-à-dire Gabriel Attal, il peut rester à Matignon tranquillement l'été, personne ne peut s'y opposer. Et il peut même être parlementaire en même temps, puisqu'il n'est plus ministre, il fait office de ministre, ce qui va lui permettre de voter pour les élections à la présidence de l'Assemblée nationale, et ce qui peut même, théoriquement rien ne l'interdit, lui permettre de se présenter à la présidence de groupe. Là encore, grande prudence, il ne faut pas être trop affirmatif, étant donné qu'on a des exemples notamment de députés ministres démissionnaires qui auraient voté pour des présidences de l'Assemblée nationale, je crois que c'était notamment en 1988 et en 1976 aussi,
mais il n'y a pas non plus beaucoup de jurisprudence dite précédent. Donc il y aura une question. Par exemple, Marc Fesneau, il vient d'être élu président du MoDem alors qu'il est encore ministre de l'Agriculture. Théoriquement, rien ne l'intéresse. Président du groupe à l'Assemblée. Alors, si jamais vous êtes élu et que vous êtes ministre, vous ne pourrez siéger que lorsque vous serez réellement démissionnaire. Donc là, il y a un statut ambigu pendant 30 jours, mais in fine, pour ceux qui sont encore ministres et qui le resteront de plein droit, il faudra faire un choix. Oui, ça c'est important parce que la semaine prochaine, 18 juillet, va se réunir l'Assemblée pour la première fois, vote du président, on va en parler. Mais ça veut dire que les 17 ministres qui ont été élus députés, ils doivent démissionner du gouvernement pour pouvoir siéger jeudi. C'est ça, exactement. S'ils veulent siéger comme députés, ils doivent être démissionnaires, ce qui ne leur empêchera encore une fois pas d'occuper des fonctions de ministre, mais potentiellement... Après, encore une fois, il y a une incertitude. Le bureau de l'Assemblée pourrait juger que c'est un peu trop et pourrait saisir le Conseil constitutionnel parce que c'est peut-être incompatible. On n'a pas non plus de jurisprudence derrière. Pour l'instant, en pratique, ça se fait. L'administration de l'Assemblée, le bureau l'a toujours accepté les 2 fois où c'est arrivé. C'est pas dit que ce soit tout à fait constitutionnel. Il faut également avoir du recul, et du recul, on n'en a pas. Ouais, alors politiquement, là aussi, pour qu'on comprenne bien, puisqu'on attend la formation d'un gouvernement, on attend aussi un nom du côté du nouveau Front populaire qui estime que c'est à lui d'aller à Matignon. Là aussi, pour que ce soit clair, Emmanuel Macron, il peut nommer qui il veut ou l'usage fait qu'il doit nommer quelqu'un issu du nouveau Front populaire. Alors, juridiquement, Emmanuel Macron nomme absolument qui il veut. Il peut vous nommer vous. Je ne vous conseille pas, parce qu'objectivement, ça va être assez compliqué pour le prochain Premier ministre, quel que soit son nom, mais il peut nommer qui il veut. Ensuite, charge à l'Assemblée de réunir 289 députés pour renverser le Premier ministre et le gouvernement qui en dépendra. Et ça, évidemment, c'est loin d'être évident. Du point de vue des usages, en effet, en période de cohabitation, mais c'est pas si évident. En 86, Jacques Chirac imagine nommer Chaban-Delmas pour embêter le RPR, ou Simone Veil ou Raymond Barre pour détacher l'UDF du RPR. Donc essayer de diviser le camp de la majorité. Finalement, il le fait pas, parce qu'il a que 2 ans à tirer et qu'il considère qu'il peut permettre, ça peut permettre de tirer le bilan des urnes sans trop le désavantager. Mais il n'y a pas d'obligation. Et cette pratique-là, par ailleurs, en cohabitation, elle implique quand même que votre Premier ministre, il ait une majorité absolue. Or là, c'est pas le cas, ni pour le Front populaire, ni pour la majorité. C'est la première fois sous la 5e qu'on est en cohabitation sans majorité absolue. Alors, sans majorité absolue, oui, et qui plus est avec une majorité excessivement relative, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup des périodes 2022-2024, de 1988-1993, c'est en effet des majorités relatives, mais ça passe à 15, 20, 30 sièges. Là, on parle de plus de 100 sièges. Donc là, on est dans des jeux qui, dans un régime parlementaire classique, en Allemagne, en Italie, etc., conduirait d'abord à se dire, personne n'a de la majorité, construisons une majorité. Comment ça se passe chez nos voisins ? Vous commencez par trouver vos 289 députés. Une fois que vous les avez trouvés, vous faites quoi ? Vous vous mettez d'accord avec eux sur un programme. Ensuite, vous répartissez les postes par rapport au rapport de force dans le gouvernement et ensuite vous nommez un Premier ministre. Que font actuellement les forces politiques ? Elles commencent par désigner un Premier ministre. Ensuite, elles composent leur gouvernement. Le programme, on s'en fiche un peu parce que de toute façon, il n'y aura pas grand-chose qui pourra être fait. Et in fine, ensuite, on découvre qu'on n'a pas 289 députés et que c'est tout de même un peu fâcheux. Que fait actuellement la majorité ? Parce qu'on peut évidemment jeter l'opprobre sur le nouveau Front populaire, mais elle cherche à s'acoquiner avec LR pour dire vous en avez peut-être 190, nous, on en a 210. Ça ne règle absolument pas le problème. Que devrait faire Emmanuel Macron s'il était le président allemand ou le président italien ? Il nomme pas un Premier ministre de gauche. Il nomme un coordinateur venant peut-être en effet du camp arrivé en tête, lui demandant « Très bien, je vous nomme, pourquoi pas vous ou un autre, mais trouvez-moi d'abord 289 députés. » Et une fois que vous les aurez trouvés... C'est un peu ce qu'il dit dans sa lettre. Alors, il ne dit pas ça. Il ne nomme personne. Non, il nomme personne, mais il dit qu'il faut d'abord vous mettre d'accord et après, je nomme quelqu'un. Quelle est la stratégie d'Emmanuel Macron ? Et là, il faut sortir du droit et faire un peu de politique. Et il faut comprendre surtout quelle était d'abord la stratégie de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, en parlant dimanche à 20h06, dit « Nous avons gagné, c'est tout le programme et pas de compromission ». Il n'est pas bête, Jean-Luc Mélenchon. Il sait que ça ne fait pas 289. Donc qu'est-ce qu'il fait quand il dit ça ? Il dit aux socialistes et aux écolos « Si demain vous allez vous allier avec le centre, eh bien vous êtes les traîtres ». Et je dirais à l'électorat de gauche que vous êtes les traîtres et l'électorat de gauche pense que vous avez gagné, que nous avons gagné. Et donc, la victoire qui nous aura été volée, ce sera de votre faute. Et donc, j'assure mon leadership à gauche. Que font aujourd'hui les socialistes et les écolos ? Il assure son leadership, mais est-ce que du coup, il prive le nouveau Front populaire d'une accession au gouvernement et de la mise en œuvre de leur programme ? L'objectif de Jean-Luc Mélenchon, qui sait très bien qu'on ne peut pas appliquer le programme avec 190 députés, c'est 2027. Et les écolos et les socialistes sont bien embêtés parce qu'en réalité, tant que ce mythe de « on a gagné, on peut gouverner en notre nom » n'est pas brisé, eh bien, ils sont prisonniers. Ils sont prisonniers demain de l'accusation d'être des traîtres et d'être en porte-à-faux vis-à-vis d'un électorat de gauche qui est très unitaire. 8 électeurs sur 10 voulaient l'union des gauches. Et donc, dans cette situation-là, eh bien, il faut pouvoir casser ce nouveau Front populaire. L'objectif d'Emmanuel Macron, à mon avis très maladroitement mené, c'est
de briser ce nouveau front en laissant pourrir. Le gouvernement zombie dont on parlait, le but c'est de gagner du temps. C'est de durer jusqu'en septembre en espérant que les divisions de la gauche qui, voyant s'évanouir l'idée que demain elles puissent arriver directement au pouvoir, jouera sur ces divisions et qu'à terme, les écolos et les socialistes soient contraints de se détacher de la France insoumise et puissent rentrer dans une configuration gouvernementale. Cette configuration gouvernementale, toutefois, elle ne pourra aller numériquement de manière positive ou négative, c'est-à-dire des gens qui ne voteraient pas une motion de censure, que des communistes au LR. Autant vous dire que quand même ça marche, ce sera baroque. Ouais. Mais est-ce qu'aujourd'hui, du coup, ce ne sont pas les insoumis qui sont en blocage à toute formation de coalition possible ? Les insoumis jouent le rôle de la pureté de la victoire du nouveau Front populaire, mais fondamentalement, ils ne peuvent pas s'allier avec le centre, d'abord parce qu'ils ne le veulent pas, et ensuite parce qu'il n'y a pas assez de députés à Renaissance, à Horizon et au Modem pour accepter une alliance avec la France insoumise. Donc en effet, la France insoumise est l'élément de blocage. Jean-Luc Mélenchon le sait très très bien. Il sait très bien qu'un gouvernement Guettet, qu'un gouvernement Panot, ou même qu'un gouvernement fort avec de tels ministres, ça tient 48 heures. C'est pas faire injure à ces ministres qui sont probablement excellents s'ils étaient nommés, mais c'est pas le sujet. Ils n'auraient pas de majorité. Et donc ça, Jean-Luc Mélenchon le sait très bien. Il veut pousser les socialistes et les écolos à être dans la compromission entre guillemets de son point de vue, et donc ce faisant à perdre des plumes pour les prochaines élections. Quand Gérard Larcher, hier matin, fait peser la menace d'une motion de censure, alors des Républicains, puisque évidemment la motion de censure, elle peut venir que de l'Assemblée, en cas de Premier ministre du nouveau Front populaire, d'abord, c'est quoi les conditions pour qu'une motion de censure passe ? Est-ce qu'il peut y avoir une motion de censure dans l'immédiat, ou est-ce qu'il y a des délais, des conditions ? Alors, votre motion de censure, elle pourra être effectivement déposée que le 18 juillet, parce qu'il faut la déposer à quelque part, et donc il faut qu'il y ait un bureau. Il n'y a pas de bureau. Ensuite, il va falloir attendre 48 heures pour qu'elle puisse être discutée. Donc on peut avoir des motions de censure entre le 20 juillet et le 1er août, date où le Parlement se réunit de plein droit. C'est une possibilité. Mais quand vous dites que le Premier ministre ne tient pas plus de 48 heures, ce n'est pas une expression. C'est-à-dire qu'au bout de 48 heures, il peut vraiment être renversé. Oui. Et à partir du 18 juillet. Et dans cette situation-là, il vous faut 289 députés qui votent contre votre gouvernement. On dit beaucoup, certains s'abstiennent, etc. Non, en fait, ne votent les motions de censure que ceux qui qui se défient du gouvernement et qui la votent effectivement. Les autres ne votent pas, ils ne prennent pas part au vote. Donc il faut trouver 289 voix contre. Et là, si vous avez le RN qui vote contre votre gouvernement, si vous avez la droite qui vote contre, si vous avez Horizon, si vous avez Ensemble, à ce moment-là, ça fait largement vos 289 et votre gouvernement chute s'il vient du nouveau Front populaire, mais s'il vient du centre, pareil. C'est-à-dire que, sauf à ce que Marine Le Pen dise « Regardez, moi je veux bien que le gouvernement tienne pendant les Jeux Olympiques, stratégie de la cravate, et je décide de bien vouloir maintenir Gabriel Attal à son poste », votre gouvernement tombe également. Ça peut être un jeu que jouera le RN, qui est justement dans cette stratégie de normalisation, mais c'est quand même compter sur votre principal adversaire politique pour la survie de votre gouvernement. Évidemment, ce n'est pas tout à fait une situation idéale. Et juste là aussi, pour qu'on comprenne bien, est-ce qu'il peut y avoir plusieurs motions de censure ou est-ce qu'une fois qu'une est passée, c'est un peu comme la dissolution, après il ne peut plus y en avoir pendant un certain temps ? Alors non, des motions de censure, vous pouvez en avoir autant que vous voulez, mais évidemment, s'il y en a une qui est passée, si votre gouvernement est effectivement tombé, comme on l'évoquait, comme il est démissionnaire, il ne sert à rien de voter une autre motion de censure, puisque la conséquence d'une motion de censure, c'est de pousser à la démission votre gouvernement. Donc si on devait avoir une motion de censure contre le gouvernement Attal, on repasserait sur l'hypothèse gouvernement zombie, ce qui peut durer, là encore, beaucoup de temps. Mais il peut y en avoir d'autres. Imaginons le gouvernement Attal tombe, il y a constitution d'un gouvernement Panot, par exemple. Il peut y avoir une motion de censure, là aussi, dans les 48 heures. C'est ça. Si on veut essayer de comprendre la stratégie... On peut vraiment ne pas avoir de gouvernement pendant un an. Alors, on peut ne pas avoir de gouvernement pendant un an ou des gouvernements très rapides, des gouvernements comme les gouvernements de la 4ème République qui parfois tenaient quelques jours, quelques semaines, avec des moyennes qui se comptaient à 3-4 mois. Et donc, dans cette situation-là, en effet, on peut rentrer dans un jeu assez instable d'un point de vue parlementaire, avec quand même une échéance auquel on ne pourra pas couper, parce qu'évidemment, certains vaporent sur l'idée qu'on va se mettre d'accord sur des sujets aussi consensuels que l'immigration ou les retraites en faisant une grande union nationale parce qu'on va être tous d'accord et que tout ira bien dans le meilleur des mondes. Non. Si on fait passer un budget le 31 décembre, on pourra déjà s'avérer fondamentalement heureux parce que, je rappelle, la coalition telle qu'elle pourrait éventuellement se dessiner, elle va des communistes au LR. Trouvez-moi le budget commun entre le Parti communiste français et Éric Woerth. On va être, entre guillemets, un tantinet embêté pour ces négociations-là. Donc qu'est-ce qui va se passer a priori ? On aura soit un gouvernement d'union nationale, soit un gouvernement technique qui préparera un budget, qui le fera passer par 49 alinéa 3. Oui, le 49 alinéa 3, c'est pas bien, etc. Mais il faut voir d'où ça vient. Ça vient de la 4ème République, justement. C'était une idée des présidents du Conseil de la 4ème République, Flimelin et Mollet, qui ont dit à De Gaulle, moi, si j'étais Premier ministre demain, après l'expérience que j'ai eue, j'aimerais bien avoir un tel dispositif.
Donc 49 alinéa 3, soit votre budget passe, soit le gouvernement est renversé. Et là, on pourra avoir des partis, tout du moins on peut l'espérer, qui diront « je n'aime pas ce budget je ne l'assume pas, je n'en veux pas, mais au nom de la responsabilité et de l'intérêt général, je ne voterai pas le budget, mais je ne voterai pas non plus la motion de censure, ce qui permettra d'avoir un budget, ce qui déjà sera un peu le bout du monde pendant un an. Donc il y a peu de chances qu'on se retrouve sans budget. Politiquement parlant et institutionnellement parlant, ça vous paraît peu probable? Alors, institutionnellement, il y a plusieurs étapes. Il y a cette première sur laquelle on peut parier sur la responsabilité des partis, mais il faut bien comprendre qu'ils auront des plumes à perdre. Parce que vous aurez d'un côté un RN qui dira « regardez, la droite, ça coquine avec la gauche », et de l'autre côté une France insoumise qui dira « regardez, la gauche, ça coquine avec la droite ». Donc on dira tout le mal que l'on peut penser des partis qui soutiendront cette politique, mais on leur tirera également notre chapeau parce qu'ils n'ont que des coups à prendre dans l'affaire, et c'est un vrai sens républicain que de voter un budget ou de ne pas censurer le gouvernement qui le porte. Si jamais ça ne marche pas, et que le budget, en revanche, n'est pas rejeté, on a ce qu'on appelle les ordonnances de l'article 47 de la Constitution. On peut appliquer par ordonnance le projet de budget tant qu'il soit voté. Si jamais il est rejeté, en revanche, là, on rentre dans l'inconnu. Soit on a des projets de loi au cas par cas pour prélever les impôts et payer les fonctionnaires. Je suis fonctionnaire, c'est important, mois par mois. Soit, on a toujours la solution baroque et constitutionnellement très discutable, mais malgré tout applicable, de l'article 16, pour que le président lui-même, par voie d'ordonnance, donc ce qu'on a les pleins pouvoirs. C'est ça. Et ça il peut être activé, ça aussi, à n'importe quel moment? C'est le président. Alors théoriquement, pour appliquer votre article 16, il faut qu'il y ait une menace potentielle. La France ne peut pas respecter ses engagements internationaux et une menace avérée que les pouvoirs publics ne soient plus en capacité de régir le territoire comme il se doit. Mais le seul qui peut apprécier les conditions qui conduiraient au déclenchement de l'article 16, c'est le président lui-même. Il n'y a pas de cour qui pourrait contrôler ni rien. Donc si Emmanuel Macron devait décider que les conditions sont remplies, il peut le déclencher. Et il n'y a personne qui peut lui dire également de sortir de l'article 16. Il y a un avis du Conseil constitutionnel, mais c'est qu'un avis. Mais ça, politiquement parlant, ce serait possible parce que dans ces législatives, il y a quand même eu aussi l'expression d'un rejet d'Emmanuel Macron. Est-ce que si la conséquence est les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron, on n'est pas dans une contradiction politique? Je vous ai dit, c'est une gradation. C'est vraiment si on ne peut pas arriver, y compris à faire passer des projets de loi mois par mois pour payer les fonctionnaires et prélever les impôts. Démocratiquement, ce serait pour le moment très mal reçu. L'article 16 n'a pas été fait pour ça. C'est un peu l'ultima ratio. On entend aussi beaucoup le nouveau Front populaire dire qu'il va gouverner par décret. Est-ce que ça, c'est possible ? Et sur quel point précisément? Est-ce qu'on peut augmenter le SMIC par décret? Est-ce qu'on peut abroger la réforme des retraites par décret? Alors là aussi, on est quand même un peu dans la mystification parce que vous pouvez tenter de gouverner par décret, encore faut-il que votre gouvernement y dure. Et évidemment, si vous comptez faire passer tous vos décrets en 48 heures, ça va être un tantinet compliqué. Donc vous voyez que là, on est dans la mystification politique. Oui, on peut augmenter le SMIC par décret. Quant à l'abrogation de la réforme des retraites, on n'abroge pas une loi avec des décrets. On peut éventuellement jouer sur ces conditions d'application, sur ce qu'on appelle les décrets d'application, pour en modérer les effets, pour peut-être en annuler certains en étant un peu malin, mais vous n'abrogez pas une loi par décret, vous abrogez une loi par une autre loi, et là ça pose la question toujours de notre majorité à l'Assemblée. Et de la mise en œuvre du coup difficile du programme du nouveau Front populaire. Oui, et c'est tout le paradoxe. C'est pour ça qu'on ne peut pas non plus tout à fait penser qu'au-delà de la mystification et du « on a gagné », ils pensent réellement gouverner. Les faits seraient fondamentalement déceptifs, car quand bien même ça tienne, ça ne tiendra probablement pas longtemps, et surtout ça ne tiendra pas avec la possibilité de faire passer des grands textes. Regardez comment la dernière majorité a eu du mal à faire passer ces textes alors qu'il lui manquait une poignée de voix. Imaginez-vous avec 100 voix, sauf à faire une alliance implicite avec la majorité qui n'a pas très envie d'abroger la réforme des retraites qu'elle a votée avec beaucoup de difficultés, ou avec le RN qui n'a peut-être pas très envie de faire un cadeau à la France insoumise, je vois mal comment ça peut tenir au Parlement. Est-ce que ça veut dire qu'on va forcément vers de nouvelles élections législatives dans un an? Vous savez, ce qui fait tomber la 4e République, et je crois qu'on en avait déjà parlé ensemble, c'est pas les institutions qui sont assez communes en fait au régime parlementaire voisin. C'est que vous avez 30% de communistes et 15% de gaullistes et qu'on ne peut pas s'allier avec eux. Et donc vous avez une prise en tenaille des centres qui font des alliances de briques et de broc. Si vous voulez régler le problème, c'est pas une réforme de la Constitution qui va le faire. Entendons-nous bien, je suis favorable à une réforme de la Constitution, mais ici c'est pas le problème. Si jamais vous faites une dissolution dans un an et que vous n'avez pas un RN à 35% mais à 40%, que vous avez une AFI tout aussi forte, parce que qui va profiter de la situation? Le RN qui va dire « Regardez, on nous a, dixit, volé notre victoire et en nous volant notre victoire,
qu'ont-ils proposé? Ben rien, ça ne tient pas, ils ne sont même pas capables de faire passer un budget. Quant à la France insoumise, elle dira, regardez, la soi-disant gauche social-démocrate s'allie avec la droite, nous sommes la vraie gauche, ce qui devrait résonner à l'électorat aux oreilles d'une partie de l'électorat de gauche. Donc on peut penser que dans un an, le RN et la FI n'auront pas baissé. Auquel cas, si vous faites une dissolution dans les mêmes conditions, le risque que vous ayez une majorité des partis en capacité de gouverner avec vous, d'autant plus restreinte, eh bien, est une hypothèse tout à fait probable. Est-ce que le Front républicain marchera aussi bien dans un an? C'est difficile à dire. Déjà, il ne faut pas surestimer ce Front républicain dans ces élections. Oui, il a fonctionné, mais il a fonctionné parce qu'en fait, dans les circos qui pouvaient tomber, la gauche est très faible, en règle générale, c'est dans le périurbain et dans le rural, elle s'est concentrée dans ses fiefs, et c'est plutôt l'ancienne majorité, les centristes, qui ont été devant, avec un bon report des voix de la gauche vers le centre. Néanmoins, si vous regardez les enquêtes, eh bien, vous avez une percée chez les CSP+, une percée chez les retraités. L'électorat LR, quand il était face à un choix NFP contre RN, a largement choisi le RN, plus d'un électeur sur deux. Donc le Front républicain, certes, il fonctionne. Jadis, il était en béton. Maintenant, il est en briques crues. Demain, il peut être en carton. Est-ce que, dernière question, puisque dans votre livre, il est question du Parlement, est-ce qu'aujourd'hui, on passe d'un régime présidentiel à un régime parlementaire? Est-ce que c'est le retour du parlementarisme? On a toujours été un régime parlementaire. Un régime présidentiel, c'est un régime dans lequel le gouvernement n'est pas responsable devant le Parlement. Or, le gouvernement est responsable devant le Parlement, mais comme les présidents avaient des majorités pléthoriques, eh bien, qui contrôlait l'Élysée, contrôlait le Palais Bourbon, et qui contrôlait le Palais Bourbon, contrôlait Matignon. Là, on découvre que alors, quand vous n'avez pas... est-ce qu'on passe d'une prééminence du pouvoir à l'Élysée à une prééminence du pouvoir à l'Assemblée nationale et au Sénat? Alors, on passe à une prééminence, en effet, du pouvoir au Palais Bourbon, parce que les équilibres très complexes qui vont le caractériser vont faire que très probablement un gouvernement sera contraint d'être sur ce chemin tout à fait pas balisé et avec ses majorités en cristal, contraint de tenir compte de la desiderata du moindre petit groupe parlementaire. Plus il y a de groupes parlementaires, plus c'est fragile, moins c'est gouvernable. Là, on devrait peut-être battre un record sous la Ve République, voire même par rapport à la Quatrième République, ce qui est évidemment nouveau et conduit à jouer sur des équilibres très fins. Merci Benjamin, merci. On rappelle le titre de votre livre, Le Parlement, Temple de la République, de 1789 à nos jours. Livre évidemment d'actualité. Merci Benjamin d'avoir été avec nous toute cette saison pour vos éclairages. On vous retrouve à la rentrée. Eh bien évidemment, avec grand plaisir. Il y aura encore du travail, je crois. Merci. Cette crise n'est pas finie. Au risque de désespérer vos téléspectateurs. Merci beaucoup Benjamin. On continue à en parler évidemment tout de suite dans le club.